Huile 100% arachide, c'est notre huile. Avec bon salaire, Al-Qara, Gaïda Makoum, Daïman, Mia, Filmia. Étudiantes et étudiants, sur 4 caractéristiques de cet État importé. D'abord, en tant qu'État, nouveau membre de la communauté internationale, cet État a été immédiatement marginalisé, c'est-à-dire le très faible accès des nouveaux États à la gouvernance mondiale. Le multilatéralisme a été à peine amendé. On a créé la CNUSED, on a créé le programme des Nations Unies pour le développement, mais c'est tout. On n'a pas modifié la composition du Conseil de sécurité, on n'a pas modifié le fonctionnement de l'Assemblée générale des Nations Unies, on n'a pas amendé la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors qu'il n'y avait aucun Africain parmi les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moyennant quoi, des petits malins ont dit, on va écrire la Déclaration africaine des droits de l'homme, différente de la Déclaration européenne des droits de l'homme, et puis il y en a d'autres qui ont dit, on va écrire la Déclaration musulmane des droits de l'homme, etc. Vous voyez le danger. Cette marginalisation de l'État, c'est probablement l'un des mots, MAUX, les plus profonds, qui explique l'instabilité de l'Afrique dans le jeu international. Alors, l'Afrique est complètement passive dans le jeu international. La deuxième caractéristique, c'est que ces États artificiels qui se sont créés, ils avaient face à eux 2 voies aussi perverses l'une que l'autre. Soit d'être clients, soit d'être protestataires. Et on voit, dès les années 60, des États qui se clientélisent totalement à leur ancienne puissance coloniale, et l'ancienne puissance coloniale est plutôt rassurée de les clientéliser, c'est une façon nouvelle de les contrôler. Et on en voit d'autres, au contraire, la Guinée, le Mali, le Zimbabwe, un peu plus tard, d'autres encore, la Somalie, pour un temps, devenir des États protestataires. Quand vous êtes protestataire, évidemment, vous sauvegardez votre indépendance. Mais quand vous êtes protestataire, vous faites que protester. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contribuer ni à votre transformation interne, ni à la transformation du système international. Et ça, c'est la deuxième plaie de l'État importé, que d'avoir à choisir dans ce dilemme insoluble, protestation permanente ou clientélisation absolue. Mon ami Flavien Enongwe, qui a été l'ambassadeur du Gabon en France, et qui est un professeur de sciences politiques gabonais, a publié une très belle biographie du premier président gabonais, Léon Mba, dans laquelle j'ai appris des choses extraordinaires, notamment une lettre écrite par le premier ministre français de l'époque, Michel Debré, qui écrit carrément à Léon Mba, moi je ne savais pas ça, il écrit, je le cite dans mon dernier livre, Les puissances mondialisées, il lui écrit en disant « C'est pas parce que vous êtes indépendant qu'il faut croire que vous allez cesser d'obéir à la République française. » Imaginez. Et Léon Mba, qui n'était pas un indépendantiste, vous savez, Léon Mba, il voulait la départementalisation du Gabon, a essayé de bricoler quelque chose à partir de cela, ça a donné les fameux accords de défense, c'est-à-dire ces ambiguïtés permanentes, ces formes de clientélisation institutionnalisée. Troisième mal, dans ce processus de clientélisation, chacun, à l'intérieur des nouveaux États indépendants, n'est pas traité de la même façon. Il y a les profiteurs de la clientélisation, ce que l'on appelle dans un langage néo-marxiste la bourgeoisie comprador. Il y a ceux qui arrivent à construire un espace d'autonomie et de liberté, puis il y a tous les autres qui sont de facto dans un statut à peu près identique à l'époque coloniale. C'est la théorie qui commence à se développer, qui est très intéressante en sciences politiques, qui s'appelle la théorie de la souveraineté graduée. Souveraineté graduée, ça veut dire, selon votre catégorie sociale d'appartenance, vous êtes pleinement, partiellement, pas du tout souverain,
artificiellement ou réellement souverains. C'est très intéressant de faire la carte de chacun des États et de voir comment les Tchadiens ne sont pas également souverains, les Camerounais, les Congolais, etc. La quatrième catégorie qui a été créée, c'est la catégorie de l'État prédateur. L'État prédateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation de clientélisation, vous dépendez de l'aide que le patron va vous apporter. Et donc, vous êtes dans une logique de non-redistribution, mais au contraire d'appropriation des ressources. La redistribution des ressources, ça ne se fait jamais naturellement en politique. Ça se fait à partir de la pression venant de la société civile, qui exige un nouvel équilibre. Si vous êtes dans une logique artificiellement politique, ceux qui ont le pouvoir, eh bien, vont avoir, pour leur survie, c'est pas une question morale, hein, une attitude prédatrice. Quand un fonctionnaire de la RDC dispose d'un salaire qui lui permet de faire un plein d'essence sur sa voiture par mois, il lui faut trouver d'autres ressources pour survivre. Et là, c'est la prédation qui devient le moyen de survivre. Mais la prédation, qu'est-ce qu'elle a pour effet? Elle a pour effet d'affaiblir celui qui est dépouillé. Et là, vous vous trouvez confronté à cette face obscure de la conflictualité en Afrique, qui est justement ces portions entières des sociétés complètement dépossédées, désappropriées, notamment dans la population rurale, qui est victime non seulement de sa pauvreté, mais de la prédation qui permet aux autres de survivre dans un état de pauvreté. Alors, je termine, rassurez-vous, mon cher modérateur. Vous savez, c'est très difficile de me modérer parce que je ne suis pas modéré de nature. Et je termine en m'interrogeant justement sur ce nouveau paysage africain qui est en train de se dessiner.